Le 16 septembre, nous étions reçus à la librairie Gallimard par Anne Ghisoli et son équipe autour d'un fil de mémoire sur la traduction entre deux langues, ma voix, avec Claro, Françoise Morvan et André Markovitch. Merci à tous d'être venus. Merci à Anne Ghisoli et son équipe à la librairie Gallimard qui nous accueille à chaque fois si formidablement. Et nous vous avions convié à un fil de mémoire sur la traduction. Je vous avais annoncé le thème « Entre deux langues, ma voix ». J'étais très fière de ma phrase, j'ai été chantée. Et puis je croyais les connaître, je connais André depuis très longtemps, Françoise et Claro, je les ai lus bien sûr, avant maintenant. Mais je me suis plongée quand même plus profondément dans leurs mots, leur écriture, leur vision, leur hallucination, leur façon de dépecer un texte, une langue de départ pour en faire une formidable langue nouvelle. Mais j'ai découvert aussi qu'ils sont, disons, un peu inquiétants. Tout d'abord, Claro, c'est un penseur manuel, il pourra me contredire. Il dissèque la phrase, la tranche, la reforme, il mélange les langues, les styles, dépêche les corps du texte, le trempe dans l'acide, il échoue, il est heureux, c'est son catalyseur. Et là, il reprend le tout et il provoque une formidable explosion. Le texte jubile de mille étincelles. André, quant à lui, c'est un problème de cordon ombilical. Le cordon est à rallonge. Il ne traduit pas seulement les textes, il cherche l'âme du texte, comme l'âme d'un violon. Et toujours avec ce cordon qui relie la Russie de Pouchkine, ses morts, sa propre enfance, et l'étrange cordon part de la grand-mère, de la mère, à l'appartement dont il a fait un livre splendide. Il entend des voix, il est vibrant, il ne lâche jamais le cordon ombilical. Françoise Morvan, c'est la plus inquiétante peut-être des trois. Elle a connu les lutins, les elfes, les corrigans farceurs et les fées capricieuses, les contes pour enfants magnifiques, j'en sais quelque chose. C'est pas parce que je suis un enfant, c'est pour mes petits-enfants. Sa langue exige, sa poésie exige, elle traque la pureté du texte, la clarté jusqu'au point le plus dangereux. C'est une traqueuse de lumière et de clarté. Voilà nos invités, de formidables traducteurs, écrivains, éditeurs, des magiciens, mais vous conviendrez quand même, après la description de chacun, qu'ils sont aussi un peu, je dirais, je ne sais pas, on leur posera la question, est-ce qu'un traducteur est parfois psychopathe aussi? Voilà. Bonsoir, les psychopathes, ça va? Vous avez bien. Pardon de cette introduction qui est un peu, peut-être pas très drôle, mais en tout cas, voilà. La partie traduction. Claro, vous vous appelez, je crois, Christophe Claro. Donc, vous êtes devenu Claro parce que vous avez trouvé que c'était plus facile pour qu'un éditeur ne vous ennuie pas beaucoup en tant que traducteur pour mettre votre nom en plus du logo, du nom de l'auteur, etc. C'est juste? Non. C'est pourquoi alors? En fait, j'ai changé parce que, pour deux raisons. Alors, il y a une, c'est que ma femme m'appelle Claro, elle m'a jamais appelé par mon prénom, donc voilà, une identité différente. Et ensuite, parce que j'avais traduit un texte de Salman Rushdie et l'éditeur m'avait dit, bah, si tu veux, tu peux prendre un pseudo, parce que voilà, on sait qu'à l'époque, la fatwa s'appliquait aussi bien à l'auteur qu'à ses traducteurs, et moi, je ne voyais pas l'intérêt de changer de nom, c'est-à-dire où on le traduit Rushdie, on ne le traduit pas, lui garde son nom, l'éditeur a son nom, donc je ne voyais pas l'intérêt que le traducteur, lui, se cache. Et puis, voilà, comme du coup, je signais que Claro, ça me laissait une petite marge de survie si jamais quelqu'un commençait à dégommer tous les Claros de la France. Voilà. Qu'est-ce qu'un traducteur? Vous avez proposé plusieurs versions. Un traducteur, c'est un jardinier parachuté en pleine jungle avec une pince à épiler. Un traducteur est un acteur porno en doudoune sur un banc dans une église surchauffée. Un traducteur est un pilote de chasse qui survole les steppes inexplorées du Deadline. Un traducteur est un dictateur qui se prend pour un coiffeur. Qu'est-ce qu'un traducteur? Non, je sais qu'on dit souvent que les traducteurs sont des passeurs, hein, puisque il y arrive, pas toujours, mais que ce soit eux qui apportent le texte à l'éditeur. Et une fois, en plaisantant, mais je pense qu'il y a un sens derrière tout ça, j'avais dit qu'ils étaient moins des passeurs que des passoires. Il y a quelque chose de l'ordre du filtrage. Vous voulez nous dire qu'est-ce qu'un traducteur pour rester à la verticale tout le temps, après? Vous savez, vous, Françoise? C'est vous qui savez. On ne peut pas vous mettre devant
un texte sans que vous ayez immédiatement envie de le traduire. Donc là, c'est un vrai traducteur qui assume le fait d'être un traducteur. Mais donc il sait. Ben, un traducteur, je ne sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui aime quelque chose et qui est capable de vous le faire aimer. C'est tout. Comment ça se passe quand vous recevez un texte à traduire? Le processus, du dépeçage jusqu'à le texte final. Déjà, il faut savoir que le texte, il n'arrive pas comme ça, ex nihilo. L'éditeur, au bout d'un moment, connaît les prédilections des traducteurs et des traductrices, donc il vous confie un texte où il pense que c'est pour vous. Je pense que la première chose à faire, alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, de tous les traducteurs et traductrices, mais moi, j'aime pas lire le livre en entier pour pouvoir me garder le plaisir de la découverte au moment de l'acte de traduire. Mais en revanche, la première chose à faire dans son appréhension, je dirais, c'est de savoir avec quelle rapidité on va trouver la bonne voie, VOIX. Hein, c'est-à-dire parce qu'il ne suffit pas d'aimer le texte, en fait. Moi, ça m'est arrivé d'aimer un texte et de faire un essai et de m'apercevoir que je n'arrivais pas à trouver la bonne vibration, la bonne tonalité. Donc ça voulait dire que soit j'y arriverais pas du tout, soit j'allais y arriver, mais ça allait être compliqué, laborieux et sûrement contre-productif pour le résultat. Donc la première chose, c'est de trouver la bonne vibration pour, quand on va se lancer, de ne pas avoir à chercher en permanence. Si on trouve la bonne tonalité, le texte lui-même va nous nourrir et va nous aider à trouver une bonne partie des solutions. Donc la première appréhension, c'est ça. C'est est-ce que je peux le traduire et est-ce que ça va être... alors quand je dis facile, c'est un peu paradoxal, mais ça veut dire facile au sens de... Ça va être agréable, je vais être à l'intérieur, je ne vais pas être en surplomb comme ça. Et combien de temps, la notion du temps dans une traduction, entre le moment où vous recevez le texte et le moment où vous êtes prêt? Qui siffle la finale? C'est l'éditeur? Bah, l'éditeur vous propose un délai et c'est à vous de calculer. Donc il y a toujours un petit côté épicier à un moment dans ce travail-là, c'est-à-dire qu'il faut regarder voilà, combien ça fait de signes, de pages, etc. Combien on peut en faire par jour, et après, quel temps il faudra encore y consacrer pour une ou deux ou trois relectures. Donc ça, c'est important d'estimer ça parce que, pour planter personne. Et donc c'est un travail un peu étrange au début de calcul. Vous savez que par exemple, il faut faire peut-être 8 ou 10 pages par jour. Il faut que ce premier jet soit bon, peut-être à 80%, c'est mieux. Et puis vous calculez tout ça, et sachant que voilà, si un jour vous ne travaillez pas, il faut recalculer parce que... Mais bon, en général, quand même, les éditeurs comprennent les choses et donnent des délais tout à fait corrects. Enfin, moi, je n'ai jamais rendu de traduction en retard parce que de toute façon, même si vous la rendez à temps, elle va encore traîner des fois 6 mois sur le bureau, donc c'est pas grave. À quel moment vous oubliez l'auteur du texte de base? Oublier l'auteur, je sais pas. C'est quand même un phénomène bizarre, c'est-à-dire que vous aimez le texte, mais vous allez tout faire pour l'oublier, pour le faire disparaître, le texte original. Donc on ne peut pas vraiment parler d'oubli, mais il y a un côté comme ça, destruction-création. Tout ce que j'aime dans le texte, je dois l'oublier. Mais moi, ce que j'essaye de faire, de ressentir, c'est d'essayer d'entendre, en fait, c'est un peu bizarre à dire, mais comme s'il y avait une volonté dans le texte de vouloir être traduit. Il y a quelque chose dans lui qui fait qu'il veut faire l'expérience d'une dématérialisation et rematérialisation parce que sa force est telle qu'il va pouvoir lui-même proposer des solutions en passant dans une autre langue. Et ça, c'est absolument passionnant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on écrit malgré soi ou malgré le texte, et que le texte n'est pas une entité qui s'écrit tout seul, mais on ressent ça quand on est vraiment bien à l'intérieur d'un texte qu'on traduit. C'est comme s'il se remettait à fonctionner tout seul.
Et à ce moment-là, le lecteur, vous le voyez ou pas? Bah, le lecteur, le premier lecteur, en fait, c'est moi. Parce que c'est comme quand on écrit, en fait. Au moment où on écrit, on lit, forcément. Hein, c'est mathématique, c'est concret. Donc en même temps qu'on traduit, on se lit, donc on essaye d'entendre. Donc je me dis, moi, il faut que j'entende la phrase, il faut qu'elle apparaisse naturelle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas entendre que c'est une traduction? C'est une question compliquée, intéressante. Je me rappelle, on avait une discussion avec Feu Bernard Höpfner, grand traducteur s'il en est, et il n'aimait pas que les gens lui disent « Ah, on ne sent pas que c'est une traduction, c'est génial ». Il dit « Non, je veux qu'on sente la traduction, je ne veux pas faire complètement disparaître l'autre, l'altérité, l'étrange ». Et quand même, à un moment donné, je crois qu'il disparaît, parce que pour le lecteur, par exemple, s'il ne connaît pas la langue, ou la langue première, on lit le traducteur en croyant que c'est l'auteur. Bah, je sais qu'il y a... tout le monde ne se pose pas des questions sur la traduction. En fait, il y a plein de gens qui ne réfléchissent pas à ce que c'est qu'une traduction. Je ne dis pas ça comme une critique, mais c'est-à-dire que pour eux, le texte, il est là, voilà. Et on le voit même des fois dans des articles de presse où effectivement la traduction n'est pas mentionnée et on parle que ce soit de la poésie ou de la fiction. On loue l'écriture comme si elle était l'écriture originale, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, le fait est que ça a beaucoup changé et que quand même les traducteurs maintenant, je pense, enfin, j'ai vu ça en 30 ans, sont beaucoup plus respectés. Contrairement peut-être à André et Françoise, parce que eux parfois les auteurs sont morts, vous avez des auteurs vivants. Comment ça se passe parfois avec l'auteur? Pardonnez-moi, je vous pose des questions un peu comme ça, parce qu'on ne sait pas vraiment, nous tous, on est un peu... Alors moi, la première chose que j'essaie de vérifier, c'est que... Bon, si l'auteur est mort, c'est vrai que c'est idéal. Et s'il a la malchance d'être vivant, j'essaie de savoir est-ce que c'est un auteur qui lit le français. Donc s'il lit le français, en général, je vais éviter, parce que... Voilà, il va m'embêter, parce que lui, il va vouloir entendre et lire autre chose, et il va penser que voilà, enfin, donc c'est... Après, c'est toujours intéressant, effectivement, d'avoir l'auteur pour lui poser des questions, mais moi, j'ai beaucoup de mal à poser des questions aux auteurs. J'ai l'impression que ça va leur faire peur, parce qu'en fait, les questions que je vais leur poser vont pas être des grandes questions de sens, évidemment. Ça va être des questions stupides sur un mot sur lequel j'ai buté, alors qu'en cherchant peut-être, j'aurais pu le trouver dans un dictionnaire. Donc c'est souvent des questions qui peuvent paraître, voilà, ou une phrase qu'on n'a pas comprise, et on leur demande d'expliquer, et eux, ils ne comprennent même pas pourquoi on ne comprend pas. Donc je préfère à la limite demander à d'autres écrivains que je connais, américains ou anglais, le problème sur lequel je peux tomber, mais voilà, la question peut être dérangeante pour un auteur. En lisant un peu votre façon de parler de la traduction, il y a un côté physique, je dirais, dans cette traduction, dans le rôle du traducteur. Oui, mais je ne pense pas que ça soit typique de la traduction, c'est juste l'écriture, en fait. C'est l'écriture. De toute façon, moi, que j'écrive un livre ou que je traduise un livre, je fais exactement la même opération. Je suis devant un clavier français, je tape en français. Dans le cas de la traduction, bon, il y a quelqu'un qui m'a un peu mâché le travail, mais sinon c'est le même rapport. C'est un rapport à la langue, et je pense que c'est un rapport qui doit être physique, c'est pas uniquement intellectuel. Il y a quelque chose de l'instinctif. Ce que je disais, il faut vraiment sentir la langue comme quelque chose de vivant, et tout faire pour que le travail de traduction, qui peut paraître mécanique d'une certaine façon, devienne organique. C'est-à-dire que le livre doit recommencer. Il doit de nouveau être vivant, il doit être percutant, etc. Et donc tout ça, il faut l'éprouver. Alors évidemment, on écrit, on est assis, mais on ne veut pas dire que c'est du sport ou du catch, mais voilà, on se collette avec quelque chose. Je reviendrai tout à l'heure sur votre rôle d'écrivain et d'éditeur aussi. Le doute. Parce que quand même, quand on traduit, et ça c'est pour vous aussi, il y a un moment où on est obligé de rendre, mais il y a ce côté inexorable, on ne peut pas revenir en arrière. Vous avez le doute après, ou bien une fois que vous avez livré le livre, c'est fini, vous l'oubliez? J'aime pas trop le doute.
fait, le doute, ça ralentit beaucoup. C'est-à-dire, vous tombez sur quelque chose qui n'est pas très compréhensible, bon, bah, vous éclaircissez, et puis voilà, il n'y a pas de... je vois pas trop comment on peut douter, en fait. C'est un peu bizarre. Sinon, je n'arriverais pas à faire ce travail si j'avais des doutes en permanence. Et alors, est-ce qu'il est achevé à un moment, ce travail? Oui, moi je pense que... Parce que je ne fais pas une traduction pour qu'elle soit gravée dans le marbre et qu'elle vive une éternité. C'est un moment du texte, je l'ai traduit, il est comme ça. On sait très bien que traduit par 10 personnes différentes, on aurait 10 versions différentes. Et si on n'avait pas 10 versions différentes, bah, ça voudrait dire que le texte est nul. C'est-à-dire qu'il est blanc, il est... Voilà, comme des gens croient que la Terre est plate, ça serait un texte comme ça. Non, c'est juste un moment, la traduction. C'est pour ça qu'on retraduit et qu'on peut trouver aussi dans les rayons 3-4 versions du même livre traduit. Et il ne faut pas se dire laquelle est la meilleure. Alors, après, il y en a une qui peuvent être vraiment pourries, je suis d'accord, mais quand même de moins en moins. Mais ce n'est pas une question de meilleure. Par exemple, là, je retraduis tout Graham Greene, ce n'est pas pour proposer des meilleures traductions. C'est parce que, autre sujet de débat, le vieillissement d'un texte fait que, voilà, il faut de temps en temps le rafraîchir. Donc, on offre une autre, à ce mot qu'on utilisait à l'école, une autre version. Justement, Graham Greene, vous dites, je crois, que vous avez été touché par ce silencieux qui probablement était bipolaire, sans le savoir à l'époque, ça n'existait pas, on ne savait pas, et que cette solitude vous a touché chez lui. C'est pour ça que vous avez eu envie de le traduire. Il y a 3 choses qui m'ont intéressé quand on me l'a proposé. Alors d'abord, j'avais jamais lu Graham Greene. 2, c'est un anglais et j'ai traduit ici quasiment essentiellement que des Américains. Je crois que le seul autre anglais que j'ai traduit, c'était Margaret Thatcher. Donc c'était pas là, voilà. Et la 3e raison, j'ai essayé de me rappeler quelle était la 3e raison. Non, bah, c'était déjà deux raisons suffisantes pour que ça aiguise Ah oui, non, la 3e, c'était qu'il fallait donc retraduire, entre guillemets, et moi j'avais jamais fait de retraduction, qui est un exercice étrange, parce que vous savez qu'il y a quelque part, la chose a déjà été faite, et est-ce que vous allez... Donc je ne les regarde pas avant de traduire, et c'est quand j'ai fini, je regarde pour voir ce qu'il en était. Une dernière question, et après on reviendra bien sûr entre vous. Comment on décide d'être traducteur? Alors, aujourd'hui, il y a, depuis pas mal d'années, il y a des masters de traduction, on peut se former. À l'époque où moi j'ai commencé, c'était XXe siècle, il n'y avait pas ça. Et en fait, comme plein de traducteurs, on est arrivé à ce métier souvent par hasard. Moi, c'est juste, on m'avait demandé, l'éditeur Denis Roche m'avait demandé de faire une fiche de lecture sur un livre américain, parce que j'avais déjà été en contact avec Denis, on s'entendait bien. Et comme je ne savais pas vraiment ce qu'il fallait faire comme fiche de lecture, j'avais traduit une dizaine ou une quinzaine de pages de ce livre-là en me disant, bah, pour le comité de lecture, il faut bien qu'ils aient quelque chose à se mettre sous la main. Et quand j'ai rendu ça à Denis, il m'a dit, ah bon, ton essai est bien et tu veux pas le traduire. Donc j'ai dit, bah non, moi je suis pas traducteur. Alors, il m'a dit, bon, bah réfléchis cet été quand même. Et finalement, je me suis mis un peu à me lancer dans la traduction de ce texte, et je me suis dit, ah mais c'est formidable, parce que là, je suis en train de faire différemment le même métier que l'écriture, et en plus, truc incroyable par rapport à l'écriture, c'est que c'était payé. Donc c'était quand même plus agréable. Et c'est ça qui est assez fascinant dans la traduction, parce qu'on est payé au nombre de signes, enfin il y a quelque chose de très mathématique comme ça. Mais oh, bon, je vous rassure, on ne pense pas à chaque page qu'on fait qu'il y a 23 € qui tombent. C'est pas une machine à sous, chaque page. Vous avez quelque chose à vous dire entre vous? Non, c'était rigolo parce que tout ce que disait Claro, pour moi, c'était le contraire. Ah, je sais. Et donc... Et donc, voilà, parce que... Mais c'est ça qui est passionnant. Mais justement, qu'est-ce qui était le contraire entre... Bah tout. Tout. Non, mais c'est-à-dire que, par exemple, de fait, tu vois, moi, j'ai jamais reçu une commande. Oui. Hein, jamais. J'ai toujours fait des choses. J'ai eu affaire avec 2 auteurs, non 3. Ça a été toujours une catastrophe. Vivant.
Vivant, oui. Je ne traduis des morts, c'est pour moi, ça. je ne traduis que des morts. Voilà, non, et attends, pas que des morts. Il faut qu'ils soient dans le domaine public. Il faut qu'ils soient morts depuis longtemps. Depuis 70 ans, c'est mieux. Mais par contre, il y avait une chose qui était la même chose. C'est que quand j'ai commencé Dostoïevski, j'ai de fait commencé par un calcul. Combien ça te rapporterait? Non. Peut-être c'est une chose en commun, c'est pas tout à fait le sujet, quoique. Non, c'est pas ça. J'ai calculé combien de pages il fallait traduire par jour pour le faire en 10 ans. En 10 ans. Parce que je savais que je voulais le faire en 10 ans, je l'ai fait en 10 ans. Une page par jour? Non, c'était 4 pages et demie du texte russe, c'est-à-dire 8 pages du texte français de première version. Et puis, tu commences la première version, et après, il y a le travail de la deuxième version, et le travail de la deuxième version, il était double. Il y avait d'une part ma mère, qui relisait le texte russe, et puis il y avait Françoise. Hein? Qui faisait des commentaires qui permettaient à l'authentique traducteur de constater à quel point un auteur français ne comprenait pas Dostoïevski. Car évidemment, moi je faisais mon travail de relectrice correctement, je pense. C'est-à-dire quand il y avait des fautes de français, des répétitions, des phrases très complexes et pratiquement incohérentes. Alors, la maman d'André mettait en marge psir, ce qui veut dire dingue, et parce qu'elle elle considère toujours d'ailleurs Dostoïevski comme un malade mental. Elle a quand même corrigé pendant 10 ans imperturbablement. Mais c'est parce qu'elle est une mère juive normale. Moi, je corrigeais en fonction des incohérences, des répétitions, des tournures qui revenaient tout le temps. Donc, je remettais Dostoïevski en correct. Et le travail d'André consistait à traduire Dostoïevski tel qu'il l'entendait, c'est-à-dire tel qu'il le percevait comme un flux incontrôlable en quelque sorte, et incontrôlé, et volontairement incontrôlé. Donc ce qu'il traduisait, c'était la faute, la répétition, l'incohérence. Il n'avait pas du tout envie de faire du Balzac. Déjà qui était considéré d'ailleurs comme un styliste moyen, mais bon, toujours est-il que là, il fallait, et d'ailleurs ça a été senti, alors que tous les traducteurs, tous les critiques s'abattaient comme des vautours pour critiquer Markovitch qui faisait du Fosséline et ainsi de suite. Bon, comme j'écoutais France Culture, je me disais c'est terrible, c'était épouvantable, il va beaucoup souffrir, mais ça lui était complètement égal. Il continuait imperturbablement. Et donc, la question de restituer le bouillonnement du texte, qui n'était d'ailleurs pas écrit, mais qui était dicté, c'était ce qui l'avait motivé à l'origine, en ayant vu une traduction de l'Idiot, c'est ça? Sa maman lui avait donné une traduction de l'Idiot, et il avait... en lui disant, mais c'est complètement autre chose en français que ça n'est en russe. Et évidemment, tout de suite, dans la seconde, il avait eu envie de traduire ça comme il faut. Oui. Bon, irrésistiblement. Et puis, Hubert Nissen l'avait encouragé. Il n'avait d'ailleurs pas du tout besoin d'être encouragé, mais bon. Ensuite, il a fait ça jusqu'à être arrivé au frère Karamazov. Donc voilà. La question, moi, je ne comprenais effectivement pas du tout Dostoïevski, c'est-à-dire on avait dit qu'on allait garder les manuscrits de la traduction pour montrer à quel point je normalisais ce qui n'était pas normal. Malheureusement, ma cave on avait mis ça dans des containers parce que ça faisait quand même de la place vu qu'il y avait 5 versions pour chaque texte et je sais pas,
des cambrioleurs attirés sans doute par les bouteilles, les quelques rares bouteilles qui étaient là, ont vidé tous les containers et tout Dostoïevski a été mis en vrac. Donc il n'en est rien resté. Mais c'est une expérience de traduction, on peut dire, où on est à l'origine de la perception du texte, du style de l'auteur, par un traducteur qui a comment dire, la langue de Dostoïevski dans l'oreille, comme une langue maternelle, et qui n'a pas la formation académique française qui consisterait à normaliser coûte que coûte. Donc ça, c'était absolument unique, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des déchaînements de fureur, qui sont d'ailleurs calmés maintenant. Mais Françoise, mais en même temps, il y a ça, mais en même temps, quand j'ai commencé à traduire Bulgakov, Le Maître et Marguerite, là, votre rôle a été fondamental, comme pour Tchekhov, c'est-à-dire que Tchekhov, c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Autant je signe les traductions de Dostoïevski, c'est les traductions d'André Markovitch, et je pense que j'ai raison de le faire, que je n'usurpe pas le travail de quelqu'un. Autant, quand on me parle des traductions de Tchekhov, de Markovitch, je ne parle plus à la personne qui me le dit. Jamais. Allons. Jamais. Parce que les traductions de Tchekhov ne sont pas des traductions de Markovitch. Elles sont des traductions de Françoise Morvan et d'André Markovitch. Oui, c'est juste. Et pour moi, c'est absolument radical. Et là, le travail, il est totalement différent. Oui, ça aussi, c'est intéressant sur la manière de percevoir la traduction. C'est que ça fait quand même 30 ans qu'on traduit Tchekhov à deux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un travail à deux, il n'y a pas de doute. En plus, André avait à l'époque horreur d'écrire des préfaces, des commentaires, des articles, etc. Donc c'est moi qui ai fait toutes les préfaces. Au début, je signais de nos deux noms parce que je me disais, comme on traduit à deux et qu'il n'aime pas faire ça, je vais faire comme si on avait fait ça à deux, puisqu'on est d'accord, après tout. Donc, voilà, j'ai fait ça. Après, au bout d'un certain temps, constatant que personne ne me voyait, du coup, je me suis dit, moi, je fais mes préfaces, mes appareils critiques, et du coup, je les signe de mon seul nom. Mais ça n'a absolument rien changé. Le plus extraordinaire, c'est les metteurs en scène qui me téléphonent à moi, parce que je ne sais pas, certains ont mon téléphone fixe. Donc ils me téléphonent et me disent voilà, je vous propose tel texte à traduire, enfin je ne sais pas. Je propose à André Markovitch tel texte à traduire, et surtout dites-lui à quel point j'admire ses traductions de Tchekhov. Je n'y manquerai pas. Mais c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant, bien sûr. L'éditeur ne me dissimule pas. Oui. J'ai eu des éditeurs qui refusaient, ils avaient peur que je signe. Peur que les nationalistes bretons soient pas contents. Bon, d'accord, j'étais prête à tout pour publier mes investigations sur le sujet. Mais ensuite, là, c'était signé, on avait participé aux répétitions, on avait toujours travaillé à deux. Et le temps passe, rien ne change. C'est un effet aussi sur le rôle effectif du traducteur. Pour Bulgakov, c'est d'ailleurs la même chose. Bulgakov, André voulait à tout prix traduire Le Maître et Marguerite, c'était son but, c'était commencer par Pouchkine, enfin en fait finir par Pouchkine, mais il a commencé par Pouchkine et voulait aboutir au Maître et Marguerite, livre préféré de son père et de sa mère aussi d'ailleurs. Donc c'était une sorte d'apothéose. Puis au milieu du livre, il a bloqué. C'est impossible de redémarrer. D'ailleurs, les éditions Incultes ont été très sympathiques parce qu'elles lui ont dit on vous donne 1 an de plus,
c'est pas grave. Mais au bout d'un an, ça avait commencé à repartir et soudain, blocage total à nouveau. Tragédie parce qu'il voulait que sa maman le lise de son vivant. Alors là, je reprends les cordons ombilicaux, c'est le cordon ombilical qui continue. C'était très important. Fasse Dieu qui continue encore. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, je me suis attelée à tout relire, à poser les questions, à transposer, à faire avancer page après page. Et là, aux surprises, on s'attendait à ce que, comme pour Dostoïevski, tout le monde se déchaîne parce que j'avais fait des choix, j'avais choisi de traduire les noms des personnages, de les transposer. Alors, ça avait suscité une ébullition phénoménale quand on avait traduit le mariage de Gogol avec cette technique. J'avais transposé les noms. Enfin, c'était drôle, donc ça devait être drôle en français. Enfin, bon, il me semblait. Non, ça n'avait pas du tout plu. Mais pour Le Maître et Marguerite, alors là, ça a été quelle merveilleuse transposition, etc. Mais le fait que nous ayons travaillé à deux ne change rien au fait que c'est la traduction d'André Markovitch. Je reviendrai tout à l'heure sur votre traduction à deux, comment vous travaillez à deux. Je poserai la question à Claro s'il aurait pu travailler à deux. André, vous écrivez « Traduire, c'est rendre compte de la matérialité de la langue ». Oui, c'est-à-dire on ne traduit pas des idées, on traduit des mots. Oui. Et c'est l'essentiel. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Après, sur la poésie, par exemple, on traduit, qu'est-ce que c'est traduire les mots? C'est traduire le sens, c'est aussi traduire la sonorité, travailler sur la sonorité. Alors, c'est autre chose qu'en France, il n'y a pas de tradition de ça. C'est-à-dire que, généralement, les traductions de poésie ne respectent pas la forme. Moi, je dis ça très souvent, mais c'est absolument vrai, je suis un traducteur, pas français, je suis un traducteur russe qui écrit en français. Et j'appartiens tout entier à l'école russe de traduction, pour laquelle le respect de la forme ne se discute pas. Soit tu es capable de le faire et tu essaies de le faire, soit tu n'es pas capable et tu ne traduis pas. Mais tu fais pas, tu traduis pas en vers libre un truc qui est écrit sous la forme d'un sonnet. Juste, tu le fais pas. Ce que tout le monde, enfin, beaucoup de traducteurs font en français. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que le travail de la traduction, je le considère absolument comme un travail personnel, comme un travail d'écriture. Je ne fais aucune différence entre ça. Mais en même temps, je crois que pour vous, chaque mot porte sa terre. Quelque part, c'est votre terre que vous mettez dans vos traductions. Moi, je dirais plutôt que s'il faut que j'ai une terre, c'est mes traductions. Et vous, Claro? La terre remuée de la première? Non, c'est plutôt hors sol, je trouve. Mais, il y a quelque chose d'important, c'est le rapport écriture et traduction. On s'aperçoit que quasiment, je pense, tous les écrivains, enfin, on va parler pour la France par exemple, tous les écrivains ont traduit. Oui. Si on commence à fouiller, ils ont traduit au moins un livre ou un texte, voire plusieurs, etc. Voilà. Queneau a traduit, Boris Vian a traduit, et on peut remonter au XIXe siècle, parce que ça a toujours été, ça faisait même partie de la formation de l'écrivain, de traduire. Et ça continue. Il y a beaucoup d'écrivains, d'écrivaines qui traduisent. Dariussec a retraduit Woolf. Et souvent la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un atout d'être écrivain quand on traduit? Est-ce que la traduction va être meilleure parce qu'on est écrivain? Alors bon, déjà, il faudrait nuancer, parce que si on est mauvais écrivain, ce qui peut arriver quand même, est-ce que la traduction va être mauvaise? C'est même pas sûr d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime à dire et répéter, c'est que même si on n'est pas écrivain, on a de toute façon une pratique de lecture qui fait de nous presque un écrivain, en tout cas un lecteur un petit peu acharné, et que au moment où on traduit le livre, même si on n'est pas écrivain, eh ben, on devient l'écrivain de ce livre quand même. On ne peut pas ne pas l'être pendant ce travail-là. Est-ce que vous auriez pu, Françoise, sans André, traduire toute seule ce que vous faites, Tchekhov par exemple?
Ah, mais je suis très autonome, mais malgré les apparences. Oui, non, mais je sais. Je suis dévouée. On me prend généralement pour sa secrétaire, d'ailleurs. Mais moi, j'accepte, parce que je fais le ménage. Je me débrouille bien dans la vie, en général, quand même. Bon. Sur Tchekhov. Est-ce que j'aurais traduit sans André? Mais moi, je ne traduis pas. C'est-à-dire, moi, c'est pas... Là, on vient de parler beaucoup de traduction et tout ça, mais moi, je n'étais pas du tout concernée. C'est-à-dire, moi, depuis que j'ai 15 ans, on va dire, 14 peut-être, que j'étais en seconde, j'ai décidé que je ne ferais pas de littérature. Donc, déjà une chose. Ensuite, que je n'écrirais pas de la poésie et pas du roman non plus. J'allais, à partir d'expériences concrètes dans la vie réelle, qui m'intéresse, j'allais prendre des notes. Et ensuite, j'allais faire une sorte de grand livre qui m'accompagnerait et qui ferait que je ne deviendrais pas un poète, et encore moins une poétesse, ni une romancière, ni tout ça. Alors, à un moment, j'ai eu des gens qui ont voulu que je publie, par exemple Robert Gallimard. Oui. Il avait décidé qu'il voulait me faire publier un livre. Je lui ai dit, c'est totalement inutile d'essayer, parce que d'abord, c'est pas fini, ensuite, j'ai pas envie de devenir un auteur. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de ne surtout rien fixer, continuer à travailler. Et la traduction est entrée dans ce projet. Alors, Robert Gallimard ayant disparu, je me suis rendu compte que le temps avait passé et que j'avais un livre en 6 volumes qui n'était pas de la poésie, qui n'était pas du roman, qui était un genre hors tout ce qui se fait. Et donc, nous avons créé les éditions Mesure. Donc, on n'a aucun éditeur n'ayant même envisagé, mais je ne sais pas, enfin... On n'a jamais proposé. Non, quel éditeur pouvait publier 4 livres complémentaires en une seule saison? Non, c'était totalement inenvisageable. Mais puisque ça ne pouvait pas se faire, c'était raison de plus pour le faire. Donc, on a créé les éditions Mesure. Les éditions Mesure sont merveilleuses parce que je peux prolonger mes textes par les échos dans la littérature de tous les pays, toutes les langues, si l'on veut, même si je me suis quand même cantonnée à certaines langues, parce que ça fait écho à ces livres. Alors, le centre de mon livre étant ma maison natale à Rostronin, et la vie de quelqu'un qui n'est pas nommé et qui peut être n'importe qui, ça laisse la possibilité d'aller dans beaucoup de directions. Par exemple, j'ai traduit le théâtre complet de Synge, John Millington Synge. C'est un auteur anglo-irlandais et qui était, comme moi, passionné par la langue des paysans, des rétameurs, enfin des gens qui étaient des gens normaux, je veux dire, enfin, comme la majorité des Irlandais. Et donc, je me suis rendu compte que l'anglo-irlandais se transposait de manière merveilleuse en franco-breton. Les gens qui, autour de moi, à Rostronin, donc centre de mes travaux, parlaient et me disaient des contes et me racontaient des histoires. C'était des gens qui pensaient en breton, mais qui parlaient dans un français que quand je rentrais de mes vacances à Colombes, on me disait, elle parle comme un charretier, enfin, il va falloir redresser ce langage. Donc, quand je me suis rendu compte que je pouvais transposer dans une langue qui se rapproche de ce que j'écrivais par ailleurs, j'ai été contente. Par exemple, aussi Marie de France, les fables de Marie de France, qui n'avaient jamais été traduites, pour moi c'était extraordinaire. Les lutins, si je me suis intéressée aux lutins, c'est que c'était une manière de sortir du folklore, aussi étrange que ça puisse paraître, mais par les revues savantes,
en disant, voilà des ethnologues, des archivistes, des personnages très antipathiques d'ailleurs, qui ont passé leur vie à aller chez des paysans, leur demander qu'est-ce qu'ils voyaient comme lutin dans leur environnement. Donc c'était complètement surréaliste, enfin, c'était extrêmement précis, il y en avait qui portaient des petites vestes, d'autres, enfin bon, tout ça, ça me semblait de la poésie. Parce que c'est ça l'essentiel. Bon, je ne traduis pas, je poursuis une expérience de poésie hors de la poésie. Voilà. On la trouve d'ailleurs dans votre écriture, dans les livres, on va y arriver tout à l'heure. Et les livres pour enfants, c'est même topo. Alors là par contre, alors moi j'ai jamais eu de commande d'éditeur, sauf pour les livres pour enfants. Mais là, dès qu'on me propose de traduire un livre pour enfants avec un illustrateur qui me plaît, là, de toute façon, je dis oui tout de suite. Mais il faut dire que je le traduis en général dans la journée. Donc c'est très intéressant, très plaisant, et ça me donne l'impression de vivre avec des illustrateurs qui sont pleins de charme, et voilà. André, Pouchkine. Je dis toujours que j'ai d'abord entendu Pouchkine avant de naître, ça c'est clair. Et donc naturellement le but c'est ça. Après, ce que j'ai fait de plus important, je pense, de ma vie, oui. C'est Eugène Onegin. Oui. C'est la traduction d'Eugène Onegin. Eugène Onegin, je pense vraiment que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la langue russe. Enfin, c'est pas que je pense vraiment, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la langue russe, point. Et que avoir eu cette chance invraisemblable pendant des dizaines d'années de l'entendre en russe, et puis à un certain moment de se rendre compte que ce que tu entends en russe, en fait tu l'entends en français. Que petit à petit, ça s'était, à force de répéter les phrases russes, elles s'étaient transformées en phrases françaises. Ça, c'était un des moments forts de ma vie. Et petit à petit, après, de travailler, de tirer le fil et de la sonorité, et de la légèreté, et de la culture. C'est-à-dire retrouver dans la langue française, dans la poésie française, les expressions du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, et de les retrouver de telle sorte finalement qu'on ne les remarque pas. Des choses comme ça. Et à chaque fois, même maintenant, comment dire, je ne change pas ma traduction d'Onegin, alors que généralement, une des choses différentes, mais Françoise aussi, elle ne change pas ses traductions. Et moi là, par exemple, là, en janvier prochain, dans notre prochaine saison des éditions Mesure, un des livres, ça sera Hamlet, que je n'ai pas arrêté de changer, ma traduction d'Hamlet, que je n'ai pas arrêté de changer depuis 30 ans. Et que je change encore, j'ai encore changé des choses ce matin. Petit à petit, encore d'autres poèmes qui apparaissent, de traduction de poèmes de Pouchkine, je veux dire. Et à chaque fois, pour moi, c'est comme un miracle, ou je ne sais pas comment dire, un truc très important, quoi. Voilà. Parce que d'un seul coup, j'entends la langue française autrement. J'entends juste cette espèce de, je sais pas, de sensation, oui, physique, de la sonorité, de la légèreté des mots, et d'une légèreté qui est tout sauf non tragique. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Claro, vous auriez pu traduire, je ne sais pas, comme André. Mais tu as fait? Oui. Est-ce que André, quand même s'il va traduire Hamlet encore, vous avez, je crois, une façon... vous n'êtes pas attaché à la langue première, je dirais. Vous déconstruisez complètement et vous repartez. Oui, ça c'est une grosse différence, c'est parce que André a un amour, voilà, de la langue russe, alors que moi j'ai pas d'attachement à l'anglais ou à l'américain. Je m'intéresse pas tellement à la culture américaine, si tant est qu'elle existe, à la civilisation, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Il se trouve que voilà, j'ai fait de l'anglais, donc j'ai traduit de l'anglais, mais ça aurait pu être une autre langue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
Alors, en revanche, ça rejoint André, c'est voilà, d'entendre le français derrière, dessous, le texte. Ce que j'aime, c'est ce passage. Et ce passage est intéressant parce que tous les gens qui ont traduit, même à l'école, découvrent cette chose très étonnante, c'est que quand on traduit, le premier jet, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Mais c'est quelque chose qui ne va pas qu'on ne pourrait pas faire si quand on écrit. Ce n'est pas les mêmes genres de choses qui ne vont pas. On va faire un retravail. Et ça nous fait boiter dans notre propre langue, ça nous fait trébucher dans notre langue. Ça c'est vraiment intéressant. De voir que même des fois pour des choses simples, la description d'un mouvement ou je ne sais quoi, tout d'un coup on est ramené presque à un stade infantile où on est troublé, on ne sait plus comment dire des choses, même évidentes. Parce que ce n'est pas les choses compliquées qui sont les plus difficiles à faire. Je veux dire, quand un texte est énorme et touffu, par exemple lyrique, grouille d'adjectifs avec des phrases labyrinthiques, c'est pas plus difficile. C'est presque même plus facile parce qu'il y a une telle matière, il y a une telle énergie, il y a une telle... qu'il y a une marge de liberté du coup quand on traduit. Alors que ça m'est arrivé de traduire des textes beaucoup plus sobres, on va dire, et c'est plus difficile. De même que c'est toujours plus difficile de traduire un livre court qu'un livre long, parce que vous avez beaucoup moins de matière avec un livre court pour vous rendre compte de quelle va être la couleur des mots chez cet auteur, est-ce que c'est des mots qu'il emploie souvent, qu'est-ce qu'il en fait, etc. Alors que quand on traduit plusieurs livres d'un même auteur, par exemple, voilà, on habite un pays, et c'est bon, on a des repères. Vous auriez pu traduire à deux? Alors, je l'ai fait une seule fois pour un texte de Pynchon, et en plus, Denis Roche m'avait prévenu, il m'avait dit « tu vas t'emmerder 2 fois plus ». Et effectivement, c'est pas désagréable, parce que chacun peut rattraper les bévues, on va dire, de l'autre, mais ça complique plus les choses, en fait, je trouve. Il y a une question de paternité ou de maternité par rapport au texte et on ne peut pas être 50 dessus, je pense. Parce qu'on fait des choix qui sont pas du tout contraires, mais qui nous engagent à chaque fois complètement. Justement, je crois que vous avez traduit les sonnets de Shakespeare et vous avez calé sur le sonnet 30. Chacun a gardé sa traduction. Ah, on n'a pas calé. C'est qu'on m'avait donné à traduire le début des sonnets. André avait assisté au spectacle de Thiago Rodriguez qui fait venir sur scène des spectateurs qui apprennent le sonnet 30 et à la fin du spectacle, théoriquement, ils le savent. Donc André avait assisté à cette représentation puisque Thiago Rodriguez avait monté la cerisette dans notre traduction. Et on était restés amis. Donc il l'a invité à son spectacle et André est sorti en disant c'est pas possible, il a pris une traduction en alexandrin. Les sonnets de Shakespeare ne sont pas écrits en alexandrin. Donc j'ai senti immédiatement qu'il allait se lancer dans une expérience de traduction du sonnet 30 en respectant la forme stricte du sonnet anglais, chose qu'il a faite. Donc comme il m'a interrogé, parce qu'il était à Marseille, moi j'étais à Rennes, il m'a interrogé, il m'a soumis sa traduction, et je lui ai dit « Ah mais c'est très bien ». Donc immédiatement il est parti sur les chapeaux de roue, il a traduit le sonnet 2, le sonnet 31, le sonnet 32, et ainsi de suite. Avec mes encouragements, mais moi je n'avais pas du tout l'intention de m'associer à cette entreprise, parce que d'abord je considérais que lui seul pouvait le faire et que j'allais pas quand même, je lui faisais des éloges, mais je n'allais pas regarder le texte anglais en détail. Donc, à un certain moment, il s'est trouvé qu'on m'a demandé, pour faire tomber ma tension, de trouver une activité qui m'évite de penser à mes voisins. Vous avez traduit Shakespeare. Donc, André m'a dit, mais pourquoi ne pas traduire le premier sonnet de Shakespeare? Je lui ai dit, c'est infaisable, je suis totalement incapable de le faire. Et je ne pense pas que ça va me faire oublier mon voisin. Mais là, face à l'adversité, je me suis plongée dans le sonnet 1. Alors, je m'arrachais les cheveux.
Mais je suis de Rostronin, donc particulièrement têtue. Une fois lancée dans cette expérience de traduction du sonnet 1, rien n'aurait pu me faire arrêter. Donc, au bout d'une semaine, j'avais traduit le sonnet 1. Là-dessus, André a adopté sa stratégie habituelle, c'est-à-dire me dire « Ah, c'est génial !» Bon, j'étais à moitié dupe. Néanmoins, la stratégie fonctionne. Et je suis passée au sonnet 2. Le sonnet 2, je l'ai fait en 3 jours. Le sonnet 3, je l'ai fait en 2 jours. À ma vitesse de pointe, ne pensant plus du tout à mes voisins, ni à quoi que ce soit d'autre. Et la tension est tombée. Ah, totalement. Tant mieux. Ah ben, c'est une méthode que je vous recommande, hein. Contre l'hypertension, la traduction des sonnets de Shakespeare, c'est formidable, ça marche très très bien. Et là, donc, je suis lancée dans mon expérience. J'étais tellement... enfin, je ne regardais plus rien d'autre que traduire des sonnets de Shakespeare, donc j'ai traduit le sonnet 30 par inadvertance. Et puis, après, nous avons confronté notre traduction. Et... moi, je trouvais que ce qu'il avait fait, c'était pas ça. Lui, il trouvait que c'était... Moi, c'était ça, mais que le sien était très bien quand même. Vous avez et je me gardé suis les dit, deux. l'idée, c'est de dire, mais il n'y a pas de vérité absolue d'une traduction. Et donc, on va mettre les 2 versions du sonnet 30 pour que les lecteurs fassent une 3e, une 50e. Mais pour la lire, il faudrait que quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est anglophone? Eh bien, pour lire la version en anglais. When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new wail my dear time's waste. Then can I drown an eye, unused to flow, for precious friends hid in death's stateless night, and weep afresh love's long since cancelled woe, and moan the expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievances foregone, and heavily from woe to woe tell o'er the sad account of four bemoaned moan, which I knew pay as if not paid before. But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end. Merci. Alors, à vous. Chacun de vous. Quand assignant mes pensées silencieux au souvenir des ombres du passé, je soupire sur tant d'espoirs précieux et rends plus noir le deuil de mes années. Moi qui pleure si peu, je pleure alors sur des amis perdus au noir des nuits, sur les tourments d'un amour mort, bien mort, et la perte de tant d'êtres enfuis. Je peux souffrir de souffrances anciennes et alourdir de regret en regret, accumulant le compte de mes peines, le lourd tribut que sans fin je repaie. Mais si je pense à toi, mon doux ami, rien n'est perdu, mon chagrin est fini. Bravo. André. Quand je convoque l'ombre du passé au tribunal muet du souvenir, mes pertes se présentent empressées et mes tourments se sentent rajeunir. Moi qui ne pleure pas, je pleure alors sur mes amis que tient la mort amère, et sur l'amour promis et pourtant mort et tant de choses qui me furent chères. Et me rongeant de regret en regret, je ressasse les peines de mes peines, payées au prix du sang que je repaie à chaque fois, sitôt qu'elles reviennent. Mais si je pense à toi, ami si doux, mon chagrin cesse et je regagne tout. Merci. C'est très beau les 3 versions. Quelqu'un veut choisir? Elle aura une Je peux dire que Thiago a choisi la version de Françoise. Je sais, justement. Et il a absolument raison, parce que Françoise a respecté Sorrow's End, le mot fin, à la fin, auquel moi, sur le coup, j'ai pas fait attention. Après, moi, je suis parti d'une chaîne de sonorité particulière sur le tourment, sur la mémoire,
Et Françoise est partie d'une autre chaîne, sur le S, sur le souvenir. Et chacun a construit selon son propre, structure sonore. Ouais, moi j'ai entendu le début, Went to the session of sweet silent thought. Et puis Remembrance of things past. C'est la traduction de À la recherche du temps perdu, en anglais, la première traduction. Et donc ce que j'ai traduit, c'est le S de la trame sonore de la qui représente la manière de plonger dans le passé en étant face à soi et en même temps face à ce qui est perdu. Et il m'a semblé que c'était une trame qui pouvait se transposer en français, donc c'est ça que j'ai essayé de faire, hein, quand assignant mes pensées silencieuses. Donc on retrouve cette mélancolie jusqu'au moment où ça plonge au milieu sur les amis morts. Et moi qui pleure si peu, je pleure alors. Donc c'est le sonnet où apparaît pour la première fois le mot ami. Donc pour moi c'était important que ami soit à la rime et bien sûr qu'il y ait end qui soit traduit par fini. Donc alors il y a des lecteurs qui ont entendu les deux versions, qui ont dit que moi j'avais fait une version féminine et André une version masculine. En tout cas, je veux dire, les deux ont leur cohérence. On n'a pas vu les mêmes choses et on a transposé autrement, quoi. Claro, vous traduisez de la poésie. Vous avez dit que la poésie était sinistrée en traduction, quelque chose comme ça? Non, j'aimerais bien, mais c'est très compliqué parce que quand même j'ai un lourd passif de prose, de gros livres, etc. Et j'avais développé à un moment cette comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. C'est que j'avais appelé ça le rhinocéros et le colibri. Et voilà, moi je suis dans la prose, je suis comme un rhinocéros. Là, je fonce dans la savane, j'écrase tout, etc. Avec la pince, ça se passe comme ça. Et j'ai l'impression que pour traduire la poésie, là, il faut une espèce d'immobilité, à la fois d'intense vibration par rapport à la chose. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel je bloque. J'ai un petit peu essayé, mais Vikram Seth, c'était quand même un roman en vers, donc c'était quand même très narratif, il n'y avait pas la même intensité poétique. Mais voilà, je pense qu'il aurait fallu que je sois poète, en tout cas que j'ai une activité poétique spécifique, je pense. C'est pour ça que souvent les poètes sont traduits par des poètes. On va repasser tout à l'heure à la partie écrivain. Mais avant, je crois Alain, on va te demander par rapport à la transcription et la traduction, parce que Alain est professeur de musique au conservatoire. Oui, donc traduction, transcription. Si on considère, et je crois qu'il faut considérer comme ça, que chaque instrument a son propre langage, en plus du langage musical, on peut développer beaucoup de points communs entre traduction et transcription. Alors pour en discuter, j'ai choisi de faire référence à 3 compositeurs et 3 transcriptions différentes. Claro, je ne vous demanderai pas, et vous Brahms. Mais il y a entre vous deux, comme une certaine correspondance, l'instinct de combativité, et puis quelle force de caractère ce Brahms. Brahms a transcrit une pièce pour violon seul de Bach, qui est une chaconne. Il l'a transcrit pour piano, donc 2 instruments complètement différents. Et il a choisi de transcrire cette pièce en utilisant uniquement la main gauche. Parce que, dit-il, la difficulté occasionnée est la seule façon de se sentir comme un violoniste. Alors, vous qui parlez de la traduction comme un acte physique, vous l'avez encore dit tout à l'heure, je crois, et qui évoquait également le free jazz, les riffs, les jam sessions, quand vous êtes devant votre clavier, vous arrive-t-il de vous sentir comme un interprète aux prises avec son instrument? Bah oui, il y a des jours, on aimerait bien être le Glenn Gould de la traduction, mais bon, mais l'analogie, oui, je la vois comme une interprétation, effectivement,
Et cette idée aussi de se rajouter des contraintes est assez intéressante, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une similitude, une similarité en tout cas, très forte entre la traduction et l'écriture à contrainte. Quand on traduit, en fait, on est... première contrainte, on doit écrire en français, ça a l'air de rien, mais on passe son temps à devoir faire des choix qui vont influer sur tout le livre. On va devoir décider, est-ce qu'on met du passé simple, de l'imparfait, est-ce qu'on va antéposer l'adjectif, enfin on est en permanence confronté à ces choses-là, et le respect par rapport au texte, si tant est qu'il y a un respect, pour moi, c'est il faut que le livre à l'arrivée pèse le même poids, si je puis dire. Alors il y a une chose très étrange en traduction, vous connaissez peut-être, qu'on appelle le coefficient de foisonnement, qui me fait beaucoup rire. C'est-à-dire que, apparemment, quand on passe de l'anglais au français, la version française est plus longue. Alors certains disent 15%, 20%. Alors c'est vrai que financièrement c'est intéressant, effectivement. Mais je me suis aperçu, surtout après avoir traduit un texte justement qui était à contrainte, c'est un texte où il y avait 360 pages, 360 mots par page, divisé en 4 parties de 90, enfin bref. Donc là, je n'avais pas le droit de faire du coefficient de foisonnement. Et je me suis aperçu que, enfin j'ai l'impression que pour que la traduction soit bonne, il faut qu'elle tende vers un zéro de coefficient de foisonnement. Je ne comprends pas quand je vois une phrase qui tient sur une ligne et qu'après, en traduction, ça en fait 2 ou même 1,5. Je pourrais très bien, si je me mettre cette contrainte, de faire exactement le même nombre de signes. Et je pense que la traduction ne serait pas invalidée par ce choix. Parce qu'il y a plein de choses dans l'anglais qu'on n'est pas obligé... je parle pas l'anglais, malheureusement, je ne connais pas les autres langues, mais qu'on n'est pas obligé de garder... il faut savoir garder le juste équilibre. Donc, ce côté musical, effectivement, voilà, même si on change d'instrument, il faut qu'on ait le même nombre de notes. Avec l'anglais, c'est quand même, il y a quand même une chose compliquée dans l'anglais. Ce qui peut expliquer ce fameux coefficient de foisonnement, c'est qu'il y a énormément de mots qui sont monosyllabes. Quelqu'un en anglais peut écrire une phrase, un écrivain, où il n'y a que des monosyllabes, et il ne s'est pas cassé la tête pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui sont comme ça. Et donc, ce qui fait que c'est comme des notes, en fait. Alors évidemment, quand vous passez au français et que vous avez des adverbes de 6 pieds, c'est un peu compliqué. Mais, par exemple, William Gass, un auteur américain que j'ai traduit, qui est le prince de la littération et justement des mots comme ça qui sonnent comme des notes, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Parce qu'en fait, il y a 2 méthodes pour traduire. Il y a la facile, qui n'est pas intéressante, et la difficile, qui est passionnante. C'est-à-dire, soit vous faites un premier jet sans trop vous casser la tête, et après vous revenez dessus, et vous essayez de remettre peut-être de la musicalité, etc. Ça, c'est une catastrophe, en fait. Soit vous essayez d'entrer vraiment dans le texte, et de trouver tout de suite. Alors, il y a une phrase de Picasso que j'aime bien, qui a l'air complètement vaniteuse, mais je pense qu'elle est tout sauf vaniteuse. Il dit « je ne cherche pas, je trouve ». Voilà. Et en traduction, c'est ce qu'il faut faire. Si on est vraiment dans le livre, on va pas hésiter entre 12 adjectifs pour traduire tel mot. On saura que si l'auteur, c'est complètement illusoire et absurde, mais si l'auteur l'avait écrit en français, il aurait certainement choisi ce terme-là, pour des questions de sonorité, d'emplacement, de longueur, etc. Donc, cette interprétation, elle doit être rythmique, sonore, rythmique, tout ce qu'on veut. Oui, alors, donc vous faites parler là de nécessité de choix, ce qui est normal, et ça me ramène une question qui me titille un petit peu et que je adresse à tous les trois. Autant il est facile dans une transcription de faire comparaison pour n'importe qui, entre la version piano, par exemple, la version violon, de l'écouter et de faire comparaison, autant pour une traduction, à moins de connaître la langue traduite, on est obligé de faire, je vais dire entre guillemets, confiance au traducteur. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que ce n'est pas quand même une responsabilité terrible quand vous êtes devant votre clavier? Non, ce n'est pas une responsabilité, parce que comme les gens n'ont pas lu le texte anglais, les 3 quarts du temps, personne va nous chercher des noises, et vous avez souvent dans les
dans la presse, des articles disent une très belle traduction, etc. Mais c'est gentil, mais je ne pense pas qu'ils soient allés regarder le texte ligne à ligne et qu'ils aient repéré des choses. Donc, c'est un paradoxe, en fait, quand on dit une belle traduction, on veut juste dire une belle langue, mais on n'est pas forcément en train de juger la fidélité, etc. Moi, je pourrais enlever une page ou dire le contraire, personne ne s'en apercevrait. Donc oui, c'est une responsabilité. Mais moi, elle est par rapport au texte, elle n'est pas par rapport au lecteur. Ça vient après. Donc c'est vraiment, je respecte le texte. Déjà, je le fais disparaître, donc je peux me permettre quand même de le respecter. Il vous boude parfois. Vous avez écrit, je regarde le texte, il me boude parfois. Ouais, des fois, mais bon, après une bonne taloche, ça redémarre. André. Ce qu'on essaie de faire, par exemple, pour le théâtre, mais même pour toutes nos traductions, enfin en tout cas pour ce qu'on fait ensemble, c'est que si une phrase est dite en 15 secondes en russe, elle est dite en 15 secondes en français. C'est le temps. Ouais. En tout cas, elle n'est pas dite en 20 secondes. Parce que 20 secondes, c'est 5 secondes de perdu sur l'énergie du plateau. Donc voilà, ça c'est une chose qu'on fait. Moi, je ne me pose pas du tout la question de savoir si je suis traître à l'auteur ou pas traître. Ou si, bon. Non, moi je pense que je lui rends service. Déjà, les traductions que j'ai faites, les auteurs que j'ai traduits, ils étaient tous traduits. Par exemple, Marie de France a été traduite en prose. Alors, les fables en prose, je ne sais pas. Vous voyez, le loup et l'agneau, par exemple. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure, ça peut donner en traduction française. Un agneau buvait dans un ruisseau dont l'eau était très bien. Enfin, voilà, c'est-à-dire il y a tout sauf qu'il n'y a rien. Donc, Marie de France, je pense que je lui ai rendu service. D'abord, ça a permis à des comédiens de dire ses textes, voilà, d'être portés. Voilà, Sing c'était traduit en français correct, donc il n'y avait plus rien de ce qui faisait l'intérêt de l'auteur. Les sonnets de Shakespeare, ils sont traduits soit en alexandrin, soit en prose, parce que c'est pas du vers libre, c'est de la prose, en fait, même si l'auteur va à la ligne. Donc je pense Shakespeare serait satisfait. Je suppose, ça n'avait pas été fait, donc c'est une belle responsabilité. André doute, mais moi non. D'ailleurs, encore une fois, vu que tout ça s'inscrit dans une recherche qui est de l'écriture, pour moi, la traduction, c'est une manière d'écrire. Donc, au moins, ce que je propose, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Enfin, pour les sonnets de Shakespeare, c'est le cas aussi. Pour Tchekhov, c'est également la même chose, puisque André, ayant accès aux éditions académiques, par exemple, pour La Cerisay, on est les seuls à avoir traduit ce que Tchekhov avait pensé. Pas ce que le metteur en scène lui avait demandé de normaliser, mais la version originale. De même, pour La Mouette, on a traduit une mouette avec les personnages tels que Tchekhov les avait pensés. C'est une collaboration, si on veut, la traduction. Et chacun met du sien. D'ailleurs, on a bien vu sur les sonnets. La personnalité, la recherche, la manière de voir le texte. Moi, j'aime bien farfouiller dans les lexiques, les dictionnaires, etc. Donc, j'attends, je cherche, je tourne autour jusqu'à ce que j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut. Mais André, il n'aime pas ça. Lui, il a besoin de travailler sur le tonus, sur l'énergie. Donc, on se complète bien, finalement. Alors, pour poursuivre, André, une question pour vous. Enfin, peut-être pas forcément uniquement pour vous, mais c'est à vous que je l'ai destinée. En parlant des transcriptions qu'a réalisé Franz Liszt, d'une grande quantité de leaders de Schubert. Il fallait intégrer le chant sans en perdre une note dans une partition de piano destinée à l'accompagnement, mais déjà très complexe, et rendre le caractère des différents personnages de ces leaders qui sont comme de mini-opéras. Et c'était bien la problématique qu'il avait à résoudre et qu'il a su merveilleusement résoudre, évidemment. Et ce rapport étroit entre la note et le sens. Le son et le sens. D'ailleurs, sur sa partition pour piano, il avait écrit au-dessus des notes les mots pour guider le pianiste dans son interprétation. Sur ce rapport de fidélité dans le couple
porteurs de sens et mots porteurs de musique. Parce qu'il me semble que c'est un travail qui est très très proche du vôtre. Mais quand on dit que la traduction doit être fidèle, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que je ne comprends pas ce que c'est que le sens. Je ne sais pas ce que... La fidélité, c'est un problème personnel et moral. C'est une question morale. Par rapport à qui, par rapport à quoi, Voilà. La traduction n'est pas fidèle. Pour moi, une traduction doit permettre à son lecteur de faire le chemin que le traducteur a fait sur le texte original. Ah, mais c'est bien d'en venir au lecteur, justement. Ouais, justement, on reviendra. Mais, Parce que mais, si vous écrivez, c'est pour eux. Non. Non, non. Mais bien sûr que non. Si j'écris, c'est que je ne peux pas faire autrement. Oui, mais pour nous, c'est ce qu'on veut. Mais j'écris pas pour vous parce que je vous connais pas. C'est une chose très importante. Mais oui, c'est très important. Je n'écris pour personne. J'écris. Je vous écrivais, oui. Point. Mais qu'est une écriture, ça? Qu'est un émetteur sans récepteur? Mais le récepteur, il est là. À qui? Mais je n'ai pas à le savoir. Ah. Je ne sais pas ce que c'est que le public. Parce que le public n'existe pas. Il existe des gens. Et il y a dans cette salle autant de mémoire, autant de sensibilité qu'il y a de gens. Et par conséquent, je n'écris pas pour ces gens, j'écris ce que je pense devoir écrire. Que ces gens-là trouvent que ce que je pense devoir écrire leur répond, j'en suis très heureux. Mais ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Voilà. Maintenant, sur ça, sur le sens, par exemple en poésie, c'est à la fois le sens du mot, mais c'est l'histoire du mot, c'est la sonorité du mot, c'est tout ensemble. Et par conséquent, il n'existe pas de fidélité au sens. Il n'y a d'une et c'est en ça que la tradition russe est tellement riche et tellement importante. D'ailleurs, comme la tradition allemande, comme la tradition tchèque, la tradition polonaise. Il n'y a pas de corps sans âme et d'âme sans corps. Et tout est une question d'ensemble. D'ensemble. Je crois justement voilà, que c'est ce que Liszt a réalisé. Exactement, voilà, exactement, exactement. Tu ne peux pas décider. Pardon, tu traduis un sonnet, tu décides que tu ne vas pas traduire les rimes. Ben, c'est juste pas un sonnet. C'est tout. Donc tu n'as pas traduit un sonnet. Mais si tu traduis que les rimes, tu n'as pas un poème. Et c'est tout. Voilà. Françoise Morvan. Comme pour un musicien, traduire du théâtre nécessite de se projeter dans la réalisation orale. Il y a vraiment une similitude, là, je trouve, entre la partition musicale, qui a cette destination, plus à être entendue qu'à être lue, et l'écriture du théâtre. Pensez-vous alors que la langue des mots soit aussi une matière sonore dont il faut travailler non seulement l'intelligence, mais aussi l'intelligibilité? Alors, je vous pose cette question, mais j'ai oublié de vous parler de la référence musicale, et j'en reviens très rapidement. C'est référence à une transcription que Arnold Schoenberg, je pense que tout le monde connaît, a faite du premier quatuor avec piano de Brahms. Il a fait cette transcription parce qu'il trouvait que la partie piano était d'une telle difficulté et que pour être capable de la jouer, il fallait être un très bon pianiste. Mais le problème, c'est que quand on est un très bon pianiste, on joue trop fort et on n'entend plus les autres. Et donc il a décidé de transcrire cette pièce pour rendre finalement hommage à l'écriture de Brahms pour grand orchestre avec percussion, etc. Et là, cette pièce est une magnifique transcription, tellement d'ailleurs qu'on l'a surnommée la 5e symphonie de Brahms, alors qu'il n'en a jamais écrit que 4. Voilà, donc je reviens à ma question, parce qu'il a cherché à rendre plus intelligible le texte de Brahms, non pas pour le corriger, mais pour lui rendre hommage, bien sûr, et en pensant à l'écoute future. Pensez-vous que la langue des mots soit aussi une matière sonore dont il faut travailler non seulement
l'intelligence, mais aussi l'intelligibilité. Alors, on a intérêt à être intelligible au théâtre. Je veux dire, c'est pas forcément le souci premier des traducteurs, ni des auteurs d'ailleurs, mais le fait est que quand on traduit une pièce de théâtre, il y a bien sûr l'intelligibilité, il y a la sonorité. Donc là, on peut dire qu'on est dans l'interprétation. C'est une interprétation musicale. La traduction est d'ailleurs une forme d'interprétation, en règle générale. Mais au théâtre, il y a à prendre deux choses en compte, c'est-à-dire l'espace, puisque c'est une personne qui s'adresse à une autre personne, avec éventuellement d'autres personnes qui sont autour et dont on sait qu'elles sont en train de comprendre ou de ne pas comprendre, ce qui se dit. Donc on a l'espace et on a le temps. Parce que si je dis, comme l'a dit André tout à l'heure, si je dis en 12 syllabes ce qui s'est dit en 2, j'entrave le comédien. Donc ce qu'il faut, c'est, surtout avec Tchekhov d'ailleurs, c'est évidemment respecter la rapidité, alors que Tchekhov passe pour un auteur extrêmement long, ennuyeux, etc., ce qui n'est pas du tout le cas, il est extrêmement rapide. Et ensuite, là où la transposition, là où André a pour Tchekhov un avantage absolument considérable sur les autres traducteurs, je dirais, français, c'est que il ne comprend pas seulement ce que ça dit, il comprend ce que ça ne dit pas. Oui. C'est ça. Donc, ça, c'est la première réplique de La Mouette. Отчего всегда ходите в черном? Alors, tout le monde traduit pourquoi êtes-vous toujours en noir? Donc, moi, avec ma connaissance rudimentaire du russe, je lui dis pourquoi Atchevo et pas Pachimou. C'est deux façons de dire pourquoi. C'est pourquoi. Donc, c'est quelqu'un, c'est une jeune dame qui est tout en noir et qui est en face d'un gros nounours instituteur qui est éperdument amoureux d'elle et qui lui pose la question, non pas pourquoi êtes-vous toujours en noir, mais, réplique fatale qui fait qu'on a compris que jamais elle ne l'aimerait, il la regarde et lui dit « Comment se fait-il que vous soyez toujours en noir ?» Elle est dans le rôle de Hamlet, elle est là, elle joue son rôle, elle est en noir, c'est une héroïne tragique, et lui, il lui demande pas pourquoi, mais d'où vient, c'est-à-dire de quelle anomalie, de quelle bizarrerie de caractère, comment se fait-il que vous soyez en train de jouer Hamlet? C'est quand même un peu bêta, non, enfin je sais pas, c'est-à-dire je vous regarde, d'où vient que vous soyez toujours en noir? Donc je vous regarde, je vous adore, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas, vous êtes en train de jouer le rôle de Hamlet, mais je demande comment se fait-il que vous soyez en noir? Il y a comme un problème. Alors comme elle se dit c'est pas possible, forcément, elle est quand même choquée, donc enfin peut-être, c'est tellement rapide, c'est ça. Leur amour est perdu dès la première réplique, mais cette réplique, si on ne pose pas la question comme il faut, sur un simple mot tout bascule. Et elle essaye de lui sauver la mise, et lui, avec ses gros sabots, mais d'où vient que vous soyez toujours en noir? Je ne comprends pas. Moi, par exemple, je gagne 23 roubles par mois, mais je ne suis pas... Voilà. Bon, enfin, plus ça va, plus il s'enfonce. Donc là, c'est une interprétation qui fait que on ne traduit... Alors, pour le lecteur lambda, je vais dire, pourquoi êtes-vous toujours en noir? Je ne sais pas, ça peut vouloir dire la même chose que d'où vient que vous soyez toujours en noir. C'est juste un mot. La seule chose, c'est qu'on
on n'a pas lancé l'échange entre l'échange tragique, enfin dramatique pour l'instituteur, et puis pour son amante aussi. On ne l'a pas lancé comme il faut. Donc il y a l'espace où ils sont face à face et ils ne se voient pas. C'est ça qui est terrible. Cet aveugle, elle parle pour dire l'aveuglement. Voilà. Mais surtout, ce que vous faites remarquer dans cette phrase-là, c'est que traduire pourquoi, ce qui serait plus simple sur la scène, pour l'actrice, pour l'acteur, fait oublier l'essentiel. Que du coup, cette pièce est sur la représentation. Ah oui, quelle représentation de vous-même vous faites-vous pour me donner à voir le personnage d'Hamlet? Et c'est là votre rôle essentiel. C'est vous qui avez démontré que cette pièce, là c'est trop long pour expliquer ça maintenant, mais que cette pièce est absolument ancrée dans la philosophie de Schopenhauer. Le monde comme volonté et représentation. Et que ça, c'est un enjeu essentiel de la représentation. C'est-à-dire que bien sûr, il faut que ça se dise, mais ça ne veut pas dire que ça soit facile à dire. Au contraire, notre expérience au théâtre est que, par exemple, les textes de théâtre les plus extraordinaires, Proust est un texte de théâtre extraordinaire. Dit. Il ne voulait pas du tout être dit au théâtre. Parce qu'il y a une matière, une structure absolue. Et que ce qui compte au théâtre, c'est pas simplement d'être dit, c'est d'offrir et au spectateur, et à l'acteur, et donc au spectateur, une structure dans laquelle il puisse, lui, commencer à faire son chemin. Il ne s'agit absolument pas de parler, de simplifier. Pas du tout. Merci. Je repasse le micro à Jeanne. Vous voulez dire quelque chose? Nous allons passer à votre côté écrivain, parce que vous êtes écrivain quand même aussi. Surtout peut-être. Pas surtout aussi. Vos livres, Claro. Est-on à son insu inoculé de 1000 sensations venues des autres traductions quand on écrit? Ou bien on ne sait pas si on est buvard à son insu? Alors la question de savoir si la pratique de la traduction et la traduction de certains livres peuvent influer comme ça sur ce qu'on écrit, je pense qu'on peut répondre oui, mais c'est une influence que de toute façon on a aussi ailleurs. C'est-à-dire on pourrait poser la question, est-ce que le fait de lire influence votre travail d'écriture? Et pourquoi pas, est-ce que le fait de jouer de la musique ou le fait de peindre, etc. Mais tout influence en fait. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va nourrir cette pratique. J'avais donné enfin c'est pas vraiment des cours à des étudiants qui faisaient semblant de s'intéresser à la traduction et qui me demandaient c'est quoi le meilleur dictionnaire, qu'est-ce qu'il y a pour... voilà, est-ce qu'il y a des dictionnaires techniques qui sont plus utiles que d'autres pour ce qui est littéraire? Je dis, mais c'est pas des dictionnaires qui vont vous aider à traduire. Si vous voulez les traduire bien, lisez Claude Simon, lisez Proust, lisez Pérec, lisez Butor. Alors je vais citer ces auteurs, mais qui ne connaissaient pas. Ils avaient lu que Philippe Labro. C'est déjà pas mal, on va dire. Mais voilà, ce qui est important, c'est que le boulot de traduction, on va écrire en français. Donc il faut nourrir ça par du français. Je me rappelle, j'avais traduit un texte de John Barth, qui s'appelle The Sotwit Factor, et qui est on va dire un pastiche, pour aller rapidement, d'un texte du XVIIIe siècle, donc écrit dans une langue XVIIIe. Donc il fallait que je me nourrisse pour ça, mais c'était pas en lisant des textes anglais du 18e, ça ne m'aurait rien apporté. Donc j'ai lu plutôt des textes voilà, du 18e français, ou en tout cas dans le même esprit peut-être épique ou picaresque, pour m'imprégner de ça, pour pouvoir parler le 18e siècle dans la langue. Parce qu'il fallait d'abord que je le maîtrise
pour pouvoir après à l'intérieur traduire le style quand même de l'auteur. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans et après je pouvais comme ça traduire parce que une fois de plus j'allais pas faire une version normale et après la dater, la vieillir. Alors après le problème c'est que quand vous faites ça sur 1000 pages, vous prenez des réflexes de langue un peu 18e. Et je sais que après, pendant 3-4 traductions, des fois, les éditeurs me disaient « Ah, c'est bien, non, c'est bien, mais c'est bizarre, comme il y a des mots qui me semblent un petit peu obsolètes ou tombés en désuétude, ou une façon de construire la phrase qui est un petit peu tout ça. » Et voilà, parce que j'avais appris une autre langue, et ben, évidemment, elle a une puissance qui fait qu'elle demeure. Quand on écrit, c'est l'histoire de tous les écrivains, bien sûr, est-ce qu'on craint une sorte de routine de son propre phrasé? Ben, c'est tout le paradoxe du style, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait admettre peut-être que le travail, un des travaux de l'écrivain, une des missions, des tâches, c'est de se construire un style. Le problème, c'est qu'il y arrive, et qu'au bout d'un moment, bah, ce style, il est aussi il est fait de stratégies, de réflexes, de choses comme ça. Et il prend le risque de devenir mécanique. Je pense que ça arrive à tous les écrivains. Moi, des fois, j'écris et je me dis « Attention, là, tu es en train de faire du Claro. » C'est-à-dire, je sais faire, et donc je l'ai fait, donc c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé. Donc, le problème du style, de l'écriture, c'est qu'il faut que ça reste vivant, organique, que ça bouge et qu'on essaye aussi des choses différentes. Parce que sinon... ou alors on écrit toujours le même livre, hein, ça c'est différent, vous avez Proust, peut-être Claude Simon aussi, selon les périodes, mais voilà, il faut être toujours vigilant de ne pas se parodier soi-même, qui est vraiment la pire chose, parce que vous vous en rendez compte, et je pense que c'est plus compliqué parce que comme le lecteur, j'ai écrit 30 livres, mais le lecteur qui va me lire, lui, il n'a pas lu mes 30 livres et il ne les a pas lus de A à Z dans l'ordre chronologique. Donc lui, il ne verra pas que je me parodie, que je suis mauvais à tel moment. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que sinon, les gens vont penser que c'est bien ou que c'est intéressant, alors que non, c'est raté. Nous avons la maison indigène. Si vous deviez en 2 mots nous donner envie, je l'ai lu, nous donner envie de le lire, qu'est-ce que vous direz? Ça, je ne sais pas faire ça. C'est simplement... Non, en 2 mots, je pense que personne ne sait faire, même un libraire. Non, mais plus qu'en 2 mots. Quelle sensation? Je ne peux pas donner envie de... Non, c'est pas donner envie. Qu'est-ce que vous avez senti? Parce que bien sûr, c'est un très très beau livre. Moi, j'ai senti une grande excitation, une grande excitation, parce que bon, j'avais écrit essentiellement des fictions jusque-là, et tout d'un coup, j'écrivais une enquête, on va dire. Oui. Et du coup, comme je découvrais les choses, à force de recherche et de documents, en même temps que j'écrivais le livre, c'est comme si le livre se faisait, je vais dire un mot anglais, désolé, mais en live. Oui. Et du coup, il y avait quelque chose, il y avait une tension dans ce travail qui faisait que voilà, je ne savais pas forcément ce qu'allait être le prochain chapitre parce que je ne savais pas encore ce que j'allais trouver. Et ça, c'est une sensation très, très excitante où on sent que le livre est ouvert comme ça, sur l'extérieur, sur des documents, et qui va s'enrichir et on ne sait pas forcément où on va. Justement, en le lisant, parce que c'est un livre quand même qui parle de la maison que votre grand-père, votre père... Donc moi j'ai senti que vous avez un côté très... vous avez voulu rester un peu pas dans le documentaire, mais quelque chose de... Vous ne vouliez pas rentrer dans quelque chose d'émotion, quoi qu'elle soit là, voilà. Si, je pense que je suis entré dans l'émotion. Oui, mais je crois qu'il y avait un côté, je ne sais pas, j'ai senti au début qu'il y avait une sorte de... Mais l'émotion, j'y suis arrivé qu'à la fin. Voilà, après, j'ai retenu, mais c'est parce que là, j'abordais des questions personnelles par rapport, pas seulement au grand-père, mais aussi au père, etc. Parce que j'avais cette impression, qui évidemment était fausse, c'est-à-dire que je ne parlais jamais de moi ou de ma propre biographie dans mes livres, et que là, enfin, je le faisais. Après, je me suis aperçu qu'en fait, j'en parle beaucoup, mais de façon ou distanciée ou dissimulée, parce qu'il y a des choses qui passent dans l'écriture qu'on ne contrôle pas. Et des milliers de ronds dans l'eau? Des milliers de ronds dans l'eau, pour moi, c'est un peu comme une suite. Mais alors là, il y avait moins de... C'était plus l'excitation de la recherche, parce que j'ai fait un peu les recherches avant.
mais c'était un livre qui essaye d'avancer à la lisière de la fiction, et de se servir de la fiction pour mettre en relief des tas de choses réelles. Donc c'était un travail un peu qui faisait que je ne savais pas sur quel territoire j'étais. Et ça, c'était en fait assez agréable, ce côté vertige. Si on peut dire aux personnes qui n'ont pas lu que La Maison indigène, c'est un peu histoire paternelle, et Les milliers de ronds dans l'eau, c'est un peu votre mère. Oui, alors ça c'est un peu réducteur non, bien sûr, aussi. Bien sûr, c'est réducteur, oui. Mais c'est pour dire comment... De dire ça, parce que c'est pas un drame oedipien en 2 volumes, mais peut-être que si, quelque part. Mais... J'arrive à ce livre que vous avez souhaité avoir en dédicace. C'est le livre de Emma Glass, Pêche. Moi j'ai adoré, je le connaissais avant. Et vous dites donc, le viol de Pêche est passé inaperçu. Papa, maman et les autres n'ont rien vu. Ni la plaie qu'il a fallu recoudre soi-même, ni le ventre qui grossit comme la haine, ni la menace qui s'est installée comme un halo au-dessus d'elle. Si Pêche, emmêlée dans les salades de mots, n'a rien pu dire, la vengeance, elle, a fait son nid dans les plis de sa chair douloureuse. C'est un très très beau livre. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez des en-têtes de chapitres qui sont en soi une histoire. Par exemple, vous avez un en-tête où vous dites « Je t'ai trouvé dans la pénombre du chagrin ». Je trouve que c'est comme un haïku. C'est très beau. Voilà. Pêche vous touche pourquoi? Parce que vous avez aussi un autre livre, c'est Tous les diamants du ciel, qui n'est pas la même histoire. Mais j'ai l'impression que ces femmes un peu au destin... Non, mais moi c'est un livre, je l'ai choisi parce que bon, sur plus de 100 trades, j'aurais pu en choisir voilà, une quantité parce que je les aime quasiment toutes, sauf Thatcher. Mais alors déjà parce que l'histoire est très intéressante, parce que c'est une femme qui se fait violer et qui va manger son violeur à la fin. Elle grossit je spoil un petit peu, mais bon, ça vaut le trajet. Mais c'est surtout parce que j'ai une anecdote concernant cette traduction qui... pas forcément édifiante, mais qui est peut-être parlante. C'est que l'éditeur, c'était Patrice Hoffman, à l'époque, m'avait dit « Tiens, je pense que cette traduction est pour toi. » C'est une traduction très allitérante, hein. Il est hyper musicale, et des fois, on se demandait... Il me dit « Je ne sais même pas si c'est possible de le faire, essaye de voir, etc. » Donc, je fais ce que je fais à chaque fois, avant de dire oui pour une traduction. Moi, je fais un essai. Il y a plein de traducteurs qui n'aiment pas ça, qui disent « Attendez, j'ai traduit 100 livres, je ne vais pas vous faire un essai. » Si, mon coco, tu devrais. Tu devrais pour toi. Pour ce que je disais tout à l'heure, être sûr que tu peux le faire. Et donc je m'étais mis à commencer à le traduire comme ça pour voir. Hein. J'étais au mois de décembre et je devais en janvier dire à l'éditeur si j'étais OK pour ça. Et en fait, j'ai pas pu m'arrêter parce qu'il y avait une fascination, une magie de ces mots-là, et on ne pouvait pas lâcher, pas seulement parce que l'histoire était poignante, mais parce qu'elle tenait complètement le lecteur par ses phrases. Et donc, voilà, finalement, je l'ai fini et je l'ai envoyé en janvier à l'éditeur en disant « Je suis désolé, mais mon essai fait la totalité du texte, mais maintenant, à toi de me dire, cher éditeur, si tu penses que c'est réussi et qu'il y a encore du travail, parce qu'il y a toujours du travail à faire. » Voilà. Donc, c'est pour dire que quand on traduit, voilà, nous, on traduit des livres. Hein. Enfin, moi, je traduis des livres, je ne traduis pas des pages. Donc, je suis obligé de tout prendre en compte, toute la masse du livre, pour pouvoir avancer dedans. Vous avez un autre livre que vous avez écrit, je crois, c'est Tous les diamants du ciel, Actes Sud 2012. Et Lucie, justement, cette junkie un peu pute, vous écrivez « Lucie, c'est très joli, c'est très poétique, s'effriter lentement au soleil de la rue, à l'ombre des allées, partout où s'égarer était monnayable. 6 mois vécus à force d'illusions dans un presque monde aux lumières irritables. 6 mois d'escale et d'écroulement, 6 mois à explorer les arcanes de la crasse, de l'absence de joie, et des yeux pareils à 2 perles privées de nacre, seul, haut, avec un accent circonflexe, si seul. Ce livre aussi est fantastique. Voilà, c'est le vôtre, celui-là. Je dois dire quelque chose? Non, vous ne choisissez rien, je vous dis que c'est très bien. Ouais. Je vous félicite. Mais c'est bizarre parce que voilà, vous citez un extrait, et l'autre jour aussi, pareil, j'avais fait une rencontre et on me citait un extrait, on me lisait le début de des milliers de ronds dans l'eau, et je ne reconnaissais pas, et j'ai compris tout de suite pourquoi, évidemment, c'est parce que
moi, j'en ai fait 20-30 versions de cette page. Et en fait, ce sont des strates qui sont accumulées, donc je ne sais... j'ai l'impression que j'ai gardé des choses et puis en fait je les ai enlevées, etc. Donc j'écoutais, je disais mais tiens, il n'a pas dit cette phrase-là, puis après je dis ah mais non, c'est vrai que tu l'as enlevé à la 8e relecture, etc. Et que ce soit une traduction ou un écrit, voilà, quand j'entends ça, mon cerveau doit quand même avoir le souvenir de toutes les étapes, ce qui fait que le texte reste beaucoup plus vivant en fait, quelque part. Vous dites aussi, j'aime bien rappeler au lecteur qu'il est en train de lire du langage, des choix linguistiques, stylistiques, poétiques, sonores. Ce qui nous amène un peu à vous aussi. André, il y a ce passage justement dans le livre de partage 2022, parce que c'est quand même un livre. Le lieu, c'est un réseau social, c'est Facebook quelque part. Et de là, il y avait eu avant partage de 2000 jusqu'à 2016, je pense. Oui, c'est mes chroniques sur Facebook. Oui. Quoi. Il y a ce passage, je lis un peu parce que, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, il y a ce passage sur les abeilles. Les abeilles du personnage d'Andrei Kourkov sont grises. Elles viennent d'une zone grise, ni russe ni ukrainienne. Et leur miel est amer, parce qu'elles respirent un air saturé par la poudre des armes. Parce que c'est ça, les abeilles, elles sont l'essence du lieu, elles sont l'essence du temps. C'est ce que dit Kourkov. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, quand vous m'avez demandé de choisir un livre, c'était difficile pour moi parce que, bon, ce livre-là, c'est pas du tout un livre de fiction, au contraire. Hein. Oui. C'est mes chroniques, les chroniques que je tiens au jour le jour, hein, et que chez Mesure, on publie. On a décidé, on avait commencé à les publier chez Inculte il y a longtemps, et puis on continue cette espèce de journal, comment dire, ouvert. Voilà, que je continue. En fait, c'est une espèce de fleuve continu. Tous les 2 jours, j'écris quelque chose sur Facebook, parce que Facebook, c'est un lieu libre, je veux dire, où tu peux faire ce que tu veux. Tu es absolument libre je dis ça souvent, mais c'est vrai, tu es absolument... Personne ne t'empêche de publier une photo de ta pizza. Personne, mais tu peux ne pas. Mais tu peux ne pas. Voilà. Et personne ne te dit comment ne pas. Et donc, c'est pour moi le lieu de l'écriture en tant que tel. Mais l'écriture, je ne suis pas un écrivain, enfermé dans mon bureau, je suis un être humain. Et donc, j'écris et des poèmes. Dans Un an de guerre, il n'y a pas que mes chroniques sur l'Ukraine. Il y a, par exemple, de longues analyses, traductions de poèmes russes. Il y a des textes, des poèmes que j'écris. Il y a du travail qu'on fait en commun avec Françoise. Il y a des textes de Françoise. Voilà, c'est tout. Mais c'est l'année prochaine, en janvier prochain, on publie le 2e, enfin, pas le 2e, il y en a beaucoup d'autres, le journal de l'année 23. Françoise, vous avez souhaité qu'on mette en dédicace le livre de l'amour des 3 oranges. Je vais juste lire un extrait. C'est les Rubaiyat. Les Rubaiyat, ce sont des quatrains. Vous dites, sous les feuilles fanées, un conte oublié, d'oranges, de princes, d'âmes mal aimées. Chaque mot est un fil tissé d'ombre et de feu. Le soir, il éclaire mon rêve, nos rêves effacés. C'est très beau. Les 3 oranges, c'est quoi pour vous? Alors d'abord, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce livre. Ensuite, enfin, nous avons comme caractéristique avec nos éditions Mesure de ne publier que des livres impubliables. Je l'ai déjà dit pour mes textes à moi. Alors là, ça rentre dans le registre du livre absolument impubliable. Je dois dire que j'ai aussi un certain talent. Le pauvre André me regarde d'un air consterné. Je ne sais pas si vous pouvez parler d'un talent, mais c'est de persuader l'auditoire que mes livres n'ont aucun intérêt. Donc, je suis partie pour le faire, je le sens. André sent le pathétique de la situation, et néanmoins, je vous assure, je vais essayer de me rattraper. J'ai quand même beaucoup travaillé sur le conte populaire. Voilà, déjà une chose. J'étais frappée
lorsque ma mère me disait des contes par le fait que quelque chose manquait. Mais que parfois il y avait quelque chose qui était présent, qu'on ne trouvait jamais présent dans la vie autrement. Ensuite, lorsque autour de moi, à Rosronin, donc, les gens de la partie de ma famille la plus pauvre, c'est-à-dire qui étaient complètement illettrés et qui parlaient ce français pensé en breton, me disaient des contes ou des fragments de contes, parce que la tradition est largement perdue, et c'était absolument magnifique. Mais lorsque je les retrouvais écrits par des folkloristes éminents, comme par exemple François-Marie Luzel, j'avais l'impression de lire de mauvaises rédactions. Il s'efforçait de faire bien, quoi. Enfin, donc le mystère était là. Donc en essayant de percer ce mystère et d'essayer d'aller jusqu'à la source des contes, c'est-à-dire les petits carnets pris dans la campagne par un folkloriste, donc Luzel, en Bretagne, Basse-Bretagne, Trégor. Là, je me suis dit, je vais aller à la source du conte brut, du conte tel que il n'était pas falsifié, il n'était pas réécrit, il n'était pas rendu beau, enfin bref. Donc là, ça m'a valu énormément d'ennuis. Je les ai racontés dans un essai, Le Monde comme si. Je me suis trouvée traînée devant les tribunaux pour avoir voulu respecter les carnets de mon folkloriste. C'était une expérience totalement désastreuse, mais j'ai quand même publié une vingtaine de livres de Luzel. Là-dessus, ça m'a amené à me pencher sur la tradition populaire. Et là, j'ai fait toute une collection sur tous les contes de France, pour voir comment le folkloriste prenait son affaire. Soit c'était quelqu'un d'extrême droite, il voulait retourner aux origines de sa région, voire de son ethnie, voire de sa race. Soit il était de gauche et il voulait transmettre la parole du peuple, enfin, et autres avatars de la collecte populaire. Néanmoins, après avoir fait tout ce parcours, je me suis rendu compte que ce qui m'avait intéressé et qui revenait à la source de la parole maternelle, c'était la poésie du conte. C'est-à-dire, le conte est universel, il se réalise de manière extrêmement différente selon les régions, mais quelque chose passe qui vient du fond des temps et qui parfois touche ce que j'appelle la poésie. Oui. Voilà. Oui. Et donc je me suis dit, pourquoi m'être mise à dos tous les nationalistes bretons, avoir fait ensuite une collection que mon éditeur vient d'envoyer au pilon, massivement, il y avait quand même 14 titres. Tout ça, on pourrait dire pour rien, et bien pas du tout. Parce que les éditions Mesure me permettaient la liberté de revenir, c'est-à-dire de penser, parce que j'avais fait quand même beaucoup d'expériences avec des comédiens et des élèves, c'est-à-dire de sortir de la littérature, une fois de plus, on dira que je suis obsédée, mais bon, en amenant à revenir, en pensant le conte de l'intérieur. Un conte ne se lit pas, il se pense. Ce qui fait qu'aucun conteur, pas plus qu'aucun traducteur d'ailleurs, ne va dire le conte de la même façon, sauf s'il est extrêmement mauvais. Mais donc le travail se fait intérieurement et on arrive, si on travaille le conte de la manière qui est celle, à mon avis, que je retrouvais dans la parole de mon grand-oncle, par exemple, on arrive à avoir l'impression que les images se déroulent comme un film et il s'agit de mettre juste en place les silhouettes, les couleurs, voir les odeurs et de donner l'impression que la chose n'a pas d'âge, oui, et qu'on revient et que ça touche absolument n'importe qui. Donc il y a beaucoup de mes textes qui sont tramés sur des contes populaires, mais là, c'est un petit peu comme si je reprenais un travail de 30 ans en revenant à la source la plus enfantine.
C'est-à-dire un livre qui soit lisible à 5 ans, ou 79 ans, ou 110 ans, enfin bon, peu importe. Voilà, donc c'était une expérience de ne pas séparer déjà les textes écrits par moi-même et les contes tels que j'avais pu les trouver dans des réalisations très différentes, bien sûr, et je prenais dans chaque conte type, puisque c'est classé par conte type, dans chaque conte type, je prenais ce qui me parlait et ce qui me semblait pouvoir faire le déroulé d'une histoire qu'on allait entendre jusqu'au bout, mais pas comme un spectacle, mais de bouche à oreille, en somme, et de dire, bah voilà, je vais m'arrêter, je vais lire ce conte, et pour la journée, je le reverrai, enfin, je sais pas, voilà. En tout cas, c'est notre grande joie de vous lire. Moi, j'ai appris grâce à vous les frappures de lune. C'est un terme très teinturier. Les frappures de lune, oui. C'est très joli. Donc, terme de teinturier. Voilà, terme teinturier. Est-ce que juste je pourrais lire le début d'un conte? Oui. Même s'il ne faut pas lire. Et après, on passera la parole au public. Dans un grand royaume au bord de... Ça s'appelle l'amour des 3 oranges. C'est la version de Françoise de l'amour des 3 oranges. Dans un grand royaume au bord de la mer, il y avait un palais tout orné de miroirs, reflétant les miroirs, les galeries et les salles dallées de marbre. L'écho des pas y résonnait comme si l'univers était vide, et le cœur se creusait comme si ce vide était déjà en lui. Autrefois, il y avait eu là des fêtes avec bal à la cour, et les miroirs reflétaient alors des soirées bleues et roses, des bougies tremblant sur fond de porcelaine et des menuets dansés jusqu'à l'heure de l'aube. Le vieux roi était mort, la reine avait voilé les miroirs. Seul, tout au bout de la grande galerie, l'immense glace éclatée en soleil reflétait chaque matin la petite silhouette noire pressée de se rendre à la messe, et parfois au retour, restant devant la mer, murmurer des paroles. Les 3 princes allaient à la chasse, et le conte commence. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et chaque conte est différent. C'est à chaque fois une expérience. Et alors, on a fait aussi une chose qui est bizarre d'un point de vue éditorial, c'est qu'on a mis beaucoup de pages blanches. Ce qu'il ne faut pas faire dans un livre. Comme si dans ce livre-là, il y avait plein de livres. Sauf que ce n'était pas des livres, c'est à la fois des unités de 10 ou 5 ou 20 maximum pages. Mais comme si à chaque fois, c'était un monde. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire dans le travail que fait Françoise, c'est qu'on peut permettre, avec les éditions Mesure, c'est ça. On commence par Sur champ de sable, Assomption, Buée, Brumaire et Vigile, qui sont des textes, on ne sait pas si c'est de la poésie, de la prose, voilà, mais c'est tramé sur un conte qu'on va publier l'année prochaine. Et ainsi de suite. Et on ne sépare pas la traduction, le conte, la poésie. C'est un monde, c'est une maison. Et c'est ça qui compte. Claro, vous voulez lire quelque chose de vos livres? Il y a une partie, quelque chose que vous avez envie de lire? Donc je vais faire court. Au seuil de tout livre, j'entrevois d'autres livres. Voilà. C'est très beau. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a essayé de faire au mieux. Voilà. Et maintenant, on va passer la parole au public. Merci, je vais faire très, très court. Je dois dire que j'étais passionnée par tout ce que j'ai entendu et que j'ai maintenant une notion très précise, ou en tout cas très différente de la traduction, à savoir qu'elle est essentiellement création ou recréation. Donc ça, vous avez mis ça en évidence, tout en étant les uns et les autres, enfin l'un et les autres, sans doute différents. Et donc quand vous, André, vous avez dit que vous pouviez dire tout le contraire de ce que vous aviez dit, ben oui, mais on a l'impression que vous ne jouez pas tout à fait dans la même cour. Enfin bon, c'est l'impression qui... Deuxième chose, je dois dire que j'ai eu peur à un certain moment, quand on vous a demandé de lire vos traductions du sonnet de Shakespeare, qu'on demande au public de se prononcer pour dire quelle vous semble être, etc. Et alors là,
je reviens un petit peu à ce qu'a fait Alain, c'est-à-dire il a fait intervenir la musique. Moi, il m'a semblé que j'aurais été incapable de prendre un parti et qu'il m'aurait fallu que j'entende la chose lue par la même personne. Oui, les deux sonnets, les deux traductions lues par la même personne pour avoir la musique, la sonorité. Généralement, on fait le contraire. Moi, je lis le sonnet de Françoise et Françoise lit le mien. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais enfin bon, ça complique quand même un peu les choses pour peut-être l'auditeur, je ne sais pas. Et alors, ma question pour revenir là, et je fais court, est-ce que vous ne pensez pas, puisque vous êtes, évidemment, vous écrivez que tout écrivain est un peu le traducteur de lui-même, soit parce qu'il part d'une version, soit parce qu'il déforme l'idée de départ, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement une traduction de soi-même dans l'écriture? Non, je pense pas. Bon, merci, d'accord, bon. Je pourrais développer, mais je me dis qu'on ne peut pas imposer aux gens comme ça de rester si longtemps dans une salle à non, mais on était écouter. passionnés, donc ça nous a aidés. Voilà. C'est un sujet qui est absolument pas facile. Vous nous avez absolument passionnés. Alors moi, je vous dis chapeau, parce que c'est extrêmement vivant. Et c'est comme l'écriture, c'est comme l'interprétation, le corps en jeu, et vous avez été, mais alors, formidable. Merci. Merci. Bravo. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Anne, à son équipe, à la librairie de nous avoir accueillis. Et bien sûr, il y a dédicaces maintenant, si vous le voulez bien. Pardon, on a été long, mais on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.